Madame la défenseure des droits, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour le deuxième numéro de Sans filtre, un nouveau format qu'on a lancé l'été dernier avec le président François Hollande, avec une idée simple, créer un moment de débat et d'échange qui soit sincère entre des mondes qui ne se parlent pas toujours, entre des personnalités publiques, qu'elles soient issues du monde politique, économique, culturel ou intellectuel, et celles et ceux qui vivent les inégalités au quotidien. Et en l'occurrence, vous avez autour de vous une vingtaine de jeunes de la communauté Article 1. Article 1, c'est une association qui lutte contre le déterminisme social et qui œuvre depuis 20 ans pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépend pas de sa naissance, mais bien de son potentiel et de ses aspirations. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français, y compris en Outre-mer, et cette année, nous avons accompagné près de 100 000 jeunes afin qu'ils puissent choisir sereinement et librement leur avenir. Ce soir, Madame la défenseure des droits, nous allons vous interroger sur votre parcours, votre vision du monde, votre rapport aux inégalités, et nous tenterons d'esquisser ensemble des pistes de solutions et des propositions pour tendre vers une société plus juste. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire. Donc, toutes ces questions méritent d'être posées sans filtre. Place au débat. Et je laisse la parole à la première question. Du coup, India, donc je suis mentorée Article 1 et en service civique aussi Article 1. Moi, ma question, c'était dans quel contexte socio-professionnel vous avez grandi, donc d'où vous êtes issu, et comment ça a pu influencer à la fois votre parcours étudiant et professionnel, et surtout dans votre rôle aussi de défenseur des droits. Merci beaucoup. Et est-ce que j'ai le droit, juste avant, de rebondir sur ce que vous venez de dire ? Non, mais je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez dit, se parler sur des mondes qui ne se parlent pas forcément. Alors, vous, effectivement, je ne vous ai pas rencontré, vous, mais moi, je suis issue de la société civile, je suis issue du monde associatif, je suis issue du terrain, et je continue à aller sur les territoires, rencontrer des jeunes, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'il faut faire, par exemple, pour lutter contre les discriminations, si on n'est pas en lien avec un certain nombre de jeunes qui nous interpellent sur des sujets. Et j'y reviendrai, sur de façon très concrète, sur quoi les jeunes m'ont interpellé, comment ça a orienté le travail de l'institution. Et c'est ça qui est vraiment important. Et donc, je réponds à votre question. On en revient au début, s'il y a un peu d'où je viens. On est entre nous. Je viens, en fait, d'une famille bourgeoise catholique de droite. Si je vous résume ma famille, j'ai évolué depuis. Mais j'aime beaucoup ma famille. Je garde des liens très forts avec eux, avec mes neveux et nièces, mes petits-neveux et nièces. Mais c'est une famille, donc je dirais avec une éducation assez classique. Ce qui m'a frappé très tôt dans mon éducation, c'est à la fois qu'on m'a toujours tournée vers les autres. Et plutôt dit, tu as eu de la chance dans la vie, donc va voir un peu ce qui se passe ailleurs, va aider, en gros. Donc ça, c'est une orientation et c'est certainement quelque chose qui m'a guidée. Et puis, une envie de sortir de mon milieu. C'est-à-dire, si je résume, quand j'étais jeune, je crois que j'avais une obsession, c'était de ne pas rester dans ce milieu. C'est-à-dire, en gros, d'aller vraiment voir ce qui se passe ailleurs. Je trouvais des gens intéressants ailleurs et je n'avais pas envie de rester dans un carcan. Voilà. Et si on est sur des choses assez personnelles, je vous ai dit une enfance, dans un milieu plutôt aisé, mais à la fois, fille de militaire, 6 enfants, donc pas non plus. Moi, chez moi, on disait pas de coca, pas de yaourt aux fruits, parce qu'on n'a pas l'argent pour. En fait, j'ai compris après que c'était des choix de vie quand même, voilà. Mais avec quand même un drame familial, par exemple, j'ai perdu un de mes frères quand j'avais 11 ans, qui s'est suicidé. Ça fait partie aussi des drames qui construisent dans les bons et les moins bonnes choses. Puisque vous voulez des choses sincères, c'est aussi ce qui a certainement orienté ma vie. Merci beaucoup. Je crois que la prochaine question, c'est Mohamed. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Boultif Mohamed. Alors moi, ma question, elle est super simple. Pour être défenseur des droits... Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est surtout, est-ce que c'est de la chance ? Est-ce qu'il y a des études à faire pour ? On ne sait pas trop ce que c'est et j'aimerais bien savoir, vous, quels ont été réellement les facteurs qui ont été déterminants pour vous ? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, on peut dire que ma nomination a un peu été une surprise sur justement mon profil, qui n'était pas exactement le profil de mes prédécesseurs. Donc, on ne fait pas, je dirais, une vie professionnelle en se disant « je vais être défenseur des droits ». Moi, je peux vous dire quelle a été ma vie professionnelle. J'ai d'abord fait du droit, et puis après, j'ai fait le CELSA, mais plutôt en communication, et en fait, je suis partie dans le journalisme. Donc Radio France, beaucoup France Inter et RFI en parallèle, et puis après, plus que RFI. Donc ça, c'est ma vie professionnelle. Mais en parallèle,
En gros, à l'âge de 30 ans, je découvre le mouvement ATD Quart Monde. Un mouvement de lutte contre la pauvreté qui a une vision de société, qui n'est pas simplement lutter contre la pauvreté, c'est finalement se dire qu'est-ce qu'on veut construire comme société avec quelques grands principes. Un, la pauvreté, ce n'est pas simplement un manque de revenus financiers, ce sont des difficultés d'accès aux droits, des droits qui sont interdépendants. On a tendance à les saucissonner, la question du droit au logement, du droit au travail, de l'éducation, de l'accès à la santé, de la culture. Tous ces droits sont interdépendants et quand on commence à attaquer l'un d'eux, les lunettes, ça a un impact sur l'ensemble de la vie des personnes. Et vraiment, ce mouvement, quand je vous disais que j'avais envie de sortir de mon milieu, ça m'a bien fait sortir de mon milieu. Et ça m'a vraiment permis de voir la société différemment, de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de construire comme société, en quoi j'ai envie d'être utile. Je dis que ça a changé ma façon de travailler comme journaliste, c'est-à-dire avoir des témoignages de personnes concernées, les entendre. Et tout ça, ça prend du temps. Parce que, évidemment, en fait, en gros, vous avez les politiques ou les médecins et tout ça qui ont une faculté pour s'exprimer facilement, et des personnes qui ont moins l'habitude, il faut passer un peu plus de temps. Et après, quand moi j'étais responsable d'une émission et que j'envoyais des pigistes en reportage et qui me disaient non, il n'y avait personne pour témoigner, les patients, ils n'avaient rien à dire, juste, il n'y a pas passé le temps. Et de temps en temps, pour avoir un témoignage de 2-3 minutes, je passais, moi, 1 heure sur le bord du lit d'un patient pour essayer d'avoir des informations. Donc ça a changé ma vision sur l'accès aux droits, sur la participation des personnes concernées. Et donc après, je rentre dans ce mouvement ATD Quart Monde. J'y suis bénévole pendant 28 ans. Le terme utilisé, c'est allié. Parce que moi, j'étais bénévole, en fait, de rien du tout. J'étais alliée à une cause qui était la lutte contre la pauvreté, avec des militants qui, eux, avaient vécu la pauvreté. Moi, j'ai toujours dit que je ne l'avais pas vécue. Et puis des volontaires permanents dans le mouvement. Et je suis rentrée au conseil d'administration, et les 5 dernières années de ces 28 ans, j'étais présidente du mouvement ATD Quart Monde. Et en fait, c'est comme ça, quand vous êtes présidente d'un mouvement comme celui-là, c'est un mouvement qui est à l'origine à la fois du RMI devenu RSA, de la couverture maladie universelle devenue la C2S, donc un certain nombre de droits assez fondamentaux. Et quand vous êtes présidente d'un mouvement comme ça, en fait, vous échangez beaucoup avec les ministères, avec les conseillers à l'Élysée et avec le président de la République et avec les ministres. Et c'est comme ça que le président m'a entendu plusieurs fois dire mais la question de la pauvreté, c'est des difficultés d'accès aux droits, et qu'il a pensé à moi pour ce poste. Après, je peux vous raconter comment on vous contacte d'un seul coup. C'était donc il y a 6 ans, je pense fin avril, début mai, et je reçois une des conseillères de l'Élysée avec qui j'étais beaucoup en lien sur les questions de précarité et de discrimination, me dit j'aurais besoin de vous parler tranquillement. Et donc on se fixe un rendez-vous téléphonique. Elle me dit voilà, on pense à vous pour le poste de défenseur des droits. D'abord, est-ce que vous voyez ce que c'est? Je dis oui, quand même, parce qu'on est quand même en lien. Et voilà, est-ce qu'on poursuit ou pas? Et donc, je suis tellement estomaquée qu'évidemment, je ne pose aucune des bonnes questions. Et elle me dit, n'hésitez pas à me rappeler si vous avez des questions à poser. Mais en gros, il faut une réponse dans 1 semaine, savoir si ça vous intéresse ou pas. Et donc, évidemment, j'ai posé aucune des bonnes questions. C'est-à-dire, on est combien en lice? Ça va se passer comment? Et donc, je la rappelle le lendemain en demandant ces précisions. Donc, j'apprends qu'on est 6, qu'ils sont la seule que je suis venue chercher. Je comprends très vite que j'ai un profil un peu particulier. Et donc, après, ça se passe avec ce qu'on appelle un déjeuner. Enfin, c'est un entretien avec les conseillers justice du président, du Premier ministre, le DIRCAB du ministre de la Justice. Voilà. Enfin, c'était un échange que moi, je prépare beaucoup. C'est-à-dire, pour le coup, avec une alliée du mouvement ATD Quart Monde qui était procureur à l'époque, et le délégué national, on prépare qu'est-ce qui a du sens dans ce que je défends au niveau d'ATD dans mon parcours sur un poste comme celui-là. Les 2 heures d'entretien, je me dis ça s'est bien passé, mais enfin ça ne veut rien dire. Oui, ça s'est bien passé, mais j'ai conscience que je suis plutôt un peu l'outsider. Et en fait, au bout du compte, je vous passe les détails, mais au bout d'un moment, je suis rappelée. Quand vous êtes rappelé, on vous dit vous avez rendez-vous après-demain avec le président de la République. Là, j'ai pensé à poser la question, on est encore combien en lice? J'étais la seule, donc je me dis là, à moins que je dise beaucoup de bêtises dans l'entretien, ça devrait... Donc vous voyez, mais mon parcours est très particulier, parce que mon prédécesseur, Jacques Toubon, était ancien ministre de la Justice, issu du Conseil d'État, donc pas du tout le même profil. Avant, c'était Dominique Baudis, mais après, c'est une institution plutôt récente. Donc, je n'avais pas forcément exactement le profil. Ce qui vous imaginez bien, alors là, moi, je parle un peu aux femmes, c'est que quand on vous parle de choses comme ça, vous vous dites tout de suite, est-ce que je vais être à la hauteur ? Je ne vous dis pas que les hommes ne se posent pas aussi des questions. Mais de temps en temps, on a, nous, les femmes, un peu trop tendance à se dire, mais vraiment, est-ce que je vais être à la hauteur? Et après, j'ai évidemment vu, alors après, c'est pas simple, c'est quand même... Alors, je peux vous dire un mot sur l'institution, quand même, où vous avez des questions? Parce que je trouve qu'elle est mal connue, cette institution.
Et vraiment, la chose qui est importante, c'est qu'elle a 5 domaines de compétences. Donc les droits d'usagers de services publics, ça veut dire aussi bien les problèmes d'usagers avec la CAF, l'assurance maladie, qu'avec les préfectures sur les renouvellements de titres de séjour, qui est devenu quand même quelque chose d'excessivement complexe en ce moment, la lutte contre les discriminations, et on va y revenir, la défense des droits des enfants. Nous sommes aussi l'organe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité, l'organe de contrôle externe. Vous connaissez souvent l'IGPN et l'IGGN. Nous, on est l'organe de contrôle externe. J'imagine que c'est un sujet aussi sur lequel on reviendra. Et puis enfin, la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Et dans ces 5 domaines de compétences, on a 2 missions. Protéger les droits, donc traiter les réclamations dans ce domaine, on les traite gratuitement. Et promouvoir les droits et les libertés, c'est intéressant parce que le législateur, dès le début, a pensé qu'on n'était pas là que pour résoudre des cas individuels, mais bien pour dire ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient mieux respectés. C'est à ce titre qu'on fait des rapports, et on va parler du rapport sur toutes les questions orientation, du rapport jeunesse et origine, mais c'est aussi comme ça qu'on rend des avis au Parlement sur des projets, propositions de loi, par exemple le projet de loi sur la police municipale, sur la réforme de la justice, voilà des sujets sur lesquels on a rendu ou on va rendre des avis. Et ces 2 points sont importants parce que c'est à ce titre-là qu'on se permet de dire quand même ce qu'il faudrait faire. Dans la loi d'abord on est inscrit dans la Constitution, c'est la réforme de 2008, et la loi de 2011 dit bien qu'on peut faire des propositions de réforme réglementaire, législatif, et donc c'est à ce titre-là que nous faisons des avis au Parlement. Et une dernière chose importante, je vous ai dit, on traite gratuitement les réclamations, majoritairement en médiation, dans 80% des cas, qui aboutit dans les 3/4 des cas. Et parce qu'on nous dit beaucoup, c'est vrai, on rend des décisions portant recommandation. On n'a pas de pouvoir de contrainte, on n'est pas la justice. Mais on fait un suivi de nos recommandations, on fait des observations devant les tribunaux, on a la possibilité du name and shame. Donc on arrive à résoudre des situations. Oui, ce serait bien qu'on soit plus suivi sur un certain nombre de choses, mais quand même on avance. Voilà. Donc la question simple, réponse hyper longue. Avant d'enchaîner sur la partie défenseur des droits, est-ce que quelqu'un veut rebondir sur le parcours? Je crois que Hajar voulait rebondir sur la partie journalisme. Merci. Alors mon nom c'est Hajar. Ouais. J'avais une question sur votre parcours de journaliste. Vous avez commencé votre carrière en tant que journaliste. Je voulais savoir comment cette expérience elle a façonné votre regard sur la société et les questions de droit. Oui. D'abord, j'ai adoré mon métier. Le fait de travailler à France Inter, j'ai travaillé sur une émission sur l'Europe puis sur une émission de voyage. À RFI, j'ai aussi énormément voyagé. Découvrir le monde, découvrir un pays en étant en reportage, évidemment que c'est une façon de découvrir des personnes et une population totalement différente du fait d'être touriste. Donc, et je restais souvent après une semaine en vacances. Mais découvrir par le reportage, c'est absolument passionnant. Ça m'a ouvert sur le monde, ça m'a ouvert sur les difficultés des personnes. J'ai vraiment eu le souci, à la fois, je vous disais, de faire parler les personnes concernées, de faire parler les autorités, les politiques. Moi, j'ai beaucoup été sur une émission médicale, donc de faire parler les professionnels. C'est un métier que j'ai trouvé formidable. Je me suis régalée. Moi, on m'aurait dit jeune, je disais ça quand j'étais RFI, que j'allais être payée à voyager. J'aurais dit, mais ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Voilà. Donc, c'est un métier passionnant. C'est pas un métier facile. Pour ceux qui s'orientent là-dessus, c'est souvent des années en étant pigiste. Moi, j'ai passé dans ma vie professionnelle plus de 18 ans en CDD avant d'avoir un CDI. C'est quand même pas rien comme instabilité. Et à cette époque-là, je me rappelle, je disais, mais ça m'est égal, ça m'est égal. Enfin, le jour où j'ai découvert le CDI, je suis quand même assez confortable. Et quand je vois des gens qui nous disent qu'il ne faut pas mettre les gens en CDI, et c'est généralement des gens qui, eux, sont en CDI, d'ailleurs, voilà, ça me fait doucement sourire parce que c'est un élément quand même un peu stabilisateur. Voilà. On enchaîne sur défenseur des droits en lui-même. Je crois que Mégane a une question. Bonsoir, bonjour. Alors moi, c'est Mégane, du coup, membre des Different Leaders avec d'autres membres ici. Je voulais plus savoir, comme vous parliez justement de partenariat aussi bien avec d'autres parlementaires, mais le président, justement, comment vous garantissez l'indépendance du défenseur de droits en étant nommé par ce président de la République ? Alors, vous avez raison, nommé par le président de la République, après un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, en commission des lois,
sur le même mode en fait que le Conseil constitutionnel, ce qu'on appelle l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire une majorité au 3/5. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait plus de 3/5 négatifs. Hein. Donc c'est ce qui est plus facile. Mais voilà. Je tiens à dire que j'ai eu 80% de votes positifs, ce que je n'aurais plus du tout aujourd'hui. Voilà. Je suis assez lucide. Donc, comment garantir l'indépendance quand on est nommé par le président de la République? En fait, c'est la loi qui nous la garantit, cette indépendance, parce que je suis non révocable, non renouvelable. Donc, franchement, quand vous arrivez et que vous comprenez assez vite, quand vous parlez, par exemple, des contrôles d'identité discriminatoires, que ce que vous dites ne plaît pas forcément au gouvernement, au président de la République, vous dites « je suis indétrônable ». Donc, je suis là pour 6 ans. Donc, cette question du non révocable, elle est essentielle. J'insiste aussi sur le non renouvelable, parce que le poste est tellement merveilleux que l'envie de rester serait très forte. Je n'ai pas besoin de faire plaisir, là. Je peux continuer à dire ce que j'ai à dire. Alors, les gens vous diront tout le temps qu'ils sont suffisamment indépendants et qu'ils n'ont pas besoin de ça. Moi, je dis que les garde-fous, c'est toujours pas mal. Donc, moi, il y a une phrase, il faudrait retrouver la formulation exacte, mais de Badinter. Quand il est nommé, Robert Badinter, vous savez, l'abolition de la peine de mort, hein, Robert Badinter, c'est quand même pas rien hein, comme parcours. Quand il est nommé au Conseil constitutionnel, il dit au président de la République, à partir de maintenant, j'ai un devoir d'ingratitude. Voilà. Donc, je pense que j'ai bien utilisé mon devoir d'ingratitude. Non, mais avec ça, je veux le faire de façon constructive. Donc, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, mais montrer ce qui ne va pas. Moi, je n'arrête pas de dire que je suis utile au gouvernement, au président de la République. Le président de la République, je le vois tous les ans pour notre rapport annuel, et je lui dis tout ce qui ne va pas. Mais nous, ce qu'on voit, c'est ce qui ne va pas. Si ça va, je veux dire, on n'a pas de réclamation. Donc, on est indépendant. On va mettre les limites de notre indépendance. Donc, on est indépendant, mais le budget, ce n'est pas nous qui le décidons. Il est voté à l'Assemblée nationale. Et donc là, vous voyez les limites de l'indépendance. Et ça, moi, très vite, j'ai compris les limites parce que en fait, on a fait des comparaisons internationales et en gros, dans tous nos domaines de compétences, on est un peu les plus pauvres d'Europe. Et entre autres, il y a une étude qui avait été passionnante pour nous sur la partie contrôle de la déontologie des forces de sécurité, une recherche qui a été faite par Sébastien Rocher, chercheur au CNRS, qui montre que les organes, plus ils sont indépendants, plus leur budget est faible. Et plus ils dépendent du ministère de l'Intérieur, plus leur budget est élevé. Donc le prix de l'indépendance, il est quand même assez cher. Donc on n'a pas un budget suffisant. Donc je me suis beaucoup battue pour faire augmenter le budget. J'ai quand même obtenu pendant tout le mandat 40 postes supplémentaires, ça s'était jamais fait. Mais ce n'est pas à la hauteur de nos besoins. Et puis surtout, on a vu des attaques récemment sur notre budget. Alors, des attaques du RN, bon, on les voit venir. On n'est pas hyper étonnés. On voit ce qui se passe dans les autres pays d'Europe quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Et des organismes comme le nôtre ont vu des baisses de budget. Donc on n'est pas très étonnés. Jusqu'à maintenant, on a un gouvernement qui a joué le jeu, qui a rétabli, quand par hasard, il y a eu des choses qui ont été votées. Il y en a en 2004 qui supprimait 16 millions d'euros aux AI, donc 3 millions pour nous, et qui a été supprimé par le gouvernement. Plus pernicieux, sur le dernier budget, donc celui pour 2026 et fin 2025, c'est un amendement Kasbarian, donc parti gouvernemental, enfin parti présidentiel même, nous supprimons 6 millions d'euros. 6 millions d'euros sur un budget de 30-31 millions d'euros, c'est quand même une baisse de 20% du budget, c'est énorme. Et c'est ingérable pour nous. Ça veut quand même dire, hein, vous voyez tomber l'amendement, vous avez moins de 24 heures pour envoyer un courrier au Premier ministre hyper détaillé du pourquoi c'est scandaleux. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que dans son amendement, Kasbarian, qu'est-ce qu'il écrit? Parce que l'institution sort de son champ de compétences en rendant des avis au Parlement. D'abord, première nouvelle, d'abord de l'écrire comme ça, qui est une forme d'intimidation comme incroyable. Première nouvelle, c'est quand même l'avis qu'on a rendu sur la loi Kasbarian, ça a dû le déranger en fait. Je n'avais pas conscience que ça l'avait autant gêné. Et puis, deuxièmement, il méconnaît la loi, puisque dans la loi, je vous ai fait référence au fait qu'on pouvait demander des réformes réglementaires ou législatives. Donc on a très vite écrit au Premier ministre sur notre inquiétude, il nous a très vite répondu qu'on était dans notre champ de compétences dans ce qu'on faisait et que, évidemment, il s'arrangerait pour que l'amendement, de toutes les manières, est rétablisse. Mais l'amendement n'a pas été voté en commission des finances, n'a pas été représenté par Kasbarian après en séance plénière. Juste pour votre information, depuis, je cherche à la rencontrer. Parce que moi, j'ai juste envie de lui expliquer ce qu'on fait. Enfin, moi, je ne suis pas dans quelque chose de vindicatif, de revendicatif. J'ai envie de lui expliquer ce qu'on fait, en quoi on est utile. Nous, on crée de la cohésion sociale tous les jours. Quand on rétablit les gens dans leurs droits, on crée de l'apaisement. Et donc, je veux lui expliquer tout ça.
impossible. Et toujours pas de rendez-vous, mais quand je le vois dans quelques événements, je lui dis, mais il faut qu'on se voit. Oui, 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 bien sûr. Toujours pas fait. Voilà. Donc, je suis, et l'institution est vraiment indépendante, on gère notre budget comme on veut, on rend les décisions qu'on veut, on va sur des sujets qui ne plaisent pas forcément, mais qui nous semblent absolument essentiels. Donc, on est indépendant, mais je vous ai dit les limites de notre indépendance. La question budgétaire, elle est cruciale. Et donc, moi, j'ai cherché très vite à voir qu'est-ce qui pourrait... En fait, j'aurais voulu que notre budget ne puisse jamais être inférieur d'une année sur l'autre, sans forcément avoir une augmentation. En fait, il n'y a rien, c'est-à-dire tout ce qu'on peut décider par la loi pourrait être défait par la loi. Et dans une constitution, vous n'écrivez pas les questions budgétaires. Donc voilà. Donc en fait, on en a conclu. J'ai fait travailler des constitutionnalistes là-dessus. On a beaucoup échangé. On est arrivé à la conclusion que, en fait, il n'y a rien qui préserve. Une institution comme la nôtre, elle ne sera pas supprimée. Dans la Constitution, il faudrait un vote aux 3/5, pour le coup positif, pour nous supprimer. J'y crois pas. Par contre, je crois à la question de la baisse budgétaire. Voilà. Mais ça fera pas taire les équipes. Voilà. Suzy Laure. Bonsoir Madame Hédon, je suis Suzy Laure et j'aimerais savoir, parmi les différents dossiers donc, que vous avez pu traiter dans votre carrière, est-ce qu'il y a des dossiers qui vous ont particulièrement ému et est-ce que vous êtes toujours surprise de certains cas que vous rencontrez ? Alors, d'abord, beaucoup me bousculent, enfin, beaucoup de situations me bousculent dans le sens où, ce que vous dites un peu, enfin, m'émeuvent, je trouve qu'il y a des situations quand même absolument effrayantes. C'est difficile de vous en dire une, mais il y en a beaucoup. Moi, je vois des difficultés d'accès à un certain nombre d'aides avec la CAF ou avec l'assurance maladie, ou dans une incompréhension de dialogue, et si nous, il n'y a pas, ou les agents ou nos délégués, pour essayer de remettre du lien et de faire la médiation entre l'organisme et les personnes, on n'y arrive pas et c'est bloqué, et c'est des situations très concrètes. Qu'est-ce que je vois en ce moment ? Des gens qui n'arrivent pas à obtenir le renouvellement de leur titre de séjour, qui travaillent, qui du coup sont licenciés ou suspension du contrat de travail par l'employeur et qui se retrouvent en immense difficulté. Donc je peux vous citer plein de situations comme ça. Après, il y a quelques petites choses qui me révoltent plus particulièrement. La question des contrôles d'identité discriminatoires, je la trouve insupportable. Ça ne vous a pas échappé que je n'étais pas de couleur, donc je ne suis pas visée. Moi, je ne suis pas contrôlée. Mais je vois ce qui se passe sur les jeunes hommes, parce que là, ce n'est pas les femmes. Jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes, 4 fois plus de risques d'être contrôlés, 12 fois plus de risques de contrôle fouillé et de contrôle qui se passe mal. C'est insupportable parce que c'est une atteinte à la liberté des personnes. Hein. Vous arrêtez, vous demandez une pièce d'identité, les forces de l'ordre ont le droit, mais je veux dire, elles n'ont pas le droit de viser particulièrement une population. Donc on a très vite travaillé sur cette question-là, parce que l'affaire Zéclair, vous vous rappelez ce producteur de musique qui a été tabassé, c'était un contrôle d'identité au départ. Hein. C'est quand même des contrôles qui dégénèrent derrière. Hein. L'affaire Théo, c'est un contrôle d'identité aussi au départ. Il y a quand même quelques affaires où ça dégénère à partir du contrôle d'identité. L'institution, elle a travaillé là-dessus bien avant moi. Hein. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas nouveau. Mais on a à la fois des avancées, c'est-à-dire un arrêt de la Cour de cassation qui pointe la responsabilité de l'État sur ces contrôles d'identité discriminatoires. On a une confirmation d'un contrôle d'identité discriminatoire sur une décision Gare du Nord de jeunes qui sont contrôlés. Donc on a une avancée côté judiciaire. On a une décision du Conseil d'État qui ne va pas jusqu'à dire que c'est systémique, on n'a pas réussi à convaincre, mais qui dit que ce n'est pas fait de façon anecdotique et suffisamment massif et que ça a un effet délétère sur les personnes. Et puis, au bout d'un moment, on s'est creusé la tête en se disant, mais en fait, il faudrait que la Cour des comptes nous fasse une évaluation. Et dans les pouvoirs que j'ai, je peux saisir la Cour des comptes pour étude. Et donc, on leur a demandé d'évaluer le nombre de contrôles d'identité pour quelle efficacité, quel lien police-population. La Cour des comptes, elle ne va pas se prononcer sur la partie discriminatoire. Hein. Elle se prononce juste sur le nombre. Et nous, on était sur 10, 12 millions de contrôles d'identité. Et quand la première fois, la Cour des comptes vient me voir en disant, en fait, on a un premier chiffre, on est en dialogue dans ces cas-là avec eux avant le rapport définitif, et on arrive à 47 millions de contrôles d'identité, dont 15 millions de contrôles routiers et 32 millions de contrôles d'identité pure. Nous, on est un peu étonnés quand la Cour des comptes nous dit qu'elle va aussi sur les contrôles routiers. En fait, c'est très intéressant parce que beaucoup de contrôles routiers sont en fait des contrôles d'identité. Et puis surtout que sur les contrôles routiers, les forces de l'ordre sont capables de vous dire le pourcentage sous l'emprise d'alcool, de stupéfiants, sans carte grise, sans assurance, sans permis de conduire, avec des pertes de points très souvent. Et puis sur les 32 millions de contrôles d'identité, ils sont incapables de vous dire ce qu'ils trouvent.
Donc déjà, ça pointe un problème du massif. Et puis la Cour des comptes, qui n'est pas l'organe le plus révolutionnaire que la Terre ait créé, arrive exactement aux mêmes conclusions que nous. C'est-à-dire, problème de traçabilité globale, c'est une politique publique massive. On a besoin de savoir si elle est efficace ou pas efficace, on y met plein d'argent. Donc, problème de traçabilité globale, de traçabilité individuelle, parce qu'en fait, comment faire un recours ? Vous savez pas. Enfin, quelle preuve vous avez que vous avez été contrôlé ? Vous me dites que vous avez été contrôlé, mais qu'est-ce qu'on a comme preuve ? Bon, je dis juste qu'on devrait plus nous saisir là-dessus, parce qu'en fait, il y a plus de caméras que ce que vous pensez, et que si vous nous saisissez à temps, par exemple, sur les quais de gare et tout ça, il y a des caméras, et que nous, ça nous permet de demander les images, parce que dans nos pouvoirs, quand on demande les images, des documents, d'entendre les personnes, de visite sur place, on est obligé de nous donner l'essentiel, sauf dans le domaine de la défense nationale. Et donc, ça vaut quand même le coup, on peut être déceptif, mais ça vaut quand même le coup de nous saisir. Et donc, la Cour des comptes, elle dit un certain nombre de choses qui correspondent exactement à ce que nous disons, et ça a quand même été une avancée. Et puis, il y a eu la première condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sur une situation de contrôle d'identité discriminatoire. Donc, on avance, mais votre problème, il n'est pas résolu pour autant. Non, mais enfin, on est clair, ça reste encore massif, mais je trouve qu'il commence à y avoir une prise de conscience du problème. Et puis, je vous disais que j'ai échangé quand même beaucoup avec des jeunes. Je ne vous avais pas rencontré vous, mais j'en rencontre d'autres. Depuis le début de mon mandat, où j'échange avec des jeunes dans différents endroits, ils me disent, notre problème, c'est qu'il n'y a pas que les contrôles d'identité, il y a la question des verbalisations et des multiverbalisations. Et donc, je découvre à cette occasion, et la première image que j'ai, c'est le tout début de mon mandat, ça fait à peu près 1 an que je suis là, et on rencontre dans le 19e des jeunes avec des familles, et je vois des mères de famille avec des piles de contraventions. Et pour crachat par terre, pour bruit en bas de l'immeuble, pour dépôt de déchets, c'est le dépôt d'une canette, voilà. Et donc là, on se dit, ça, on ne le voit pas dans nos réclamations. Puis après, je rencontre des jeunes à Trappes qui me disent exactement la même chose, dans les quartiers nord de Marseille. Donc on voit une difficulté. On a très peu de réclamations là-dessus, on en a quelques-unes. Et nous, on a énormément de mal à aborder la réclamation parce qu'en fait, on a du mal à demander aux forces de l'ordre. Enfin, je veux dire, l'amende, elle a peut-être une justification. Ce qui n'est pas normal, c'est l'accumulation des amendes, mais elle a peut-être une justification. Et du coup, on fait mener une recherche par des chercheuses parce que nous, on dit beaucoup, on voit les difficultés d'accès au droit que la justice ne voit pas, mais on ne voit pas tout. Et donc, on a besoin de la recherche, on a besoin des associations et on a besoin de la recherche en sciences sociales. Et ce qui ressort de cette recherche, c'est qu'on découvre qu'il y a des jeunes qui sont endettés à 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros d'accumulation à la fois d'amendes contractuelles et d'AFD, d'amendes forfaitaires délictuelles. Les deux compliqués à contester parce qu'il faut les consigner, c'est-à-dire en fait les payer pour pouvoir les contester. Et donc, quand on a qui sont à 400, 500, 1000 euros, je veux dire, c'est un vrai obstacle. Et c'est comme ça que des jeunes se retrouvent endettés à ce point-là et me disent « mais moi, je ne peux plus travailler dans le secteur formel parce que j'ai une ponction sur salaire et donc je travaille dans le secteur informel. » Ce n'est pas la meilleure façon d'être inséré et intégré. Donc, j'ai une inquiétude là-dessus. Il y a eu des négociations qui ont été faites avec certains jeunes en disant « on pourrait faire des travaux d'intérêt général et autres ». Mais il y a des jeunes qui nous ont dit « mais moi, je ne les mérite pas, ces amendes. » Donc, je ne veux pas. Et donc, on peut entendre ça. Bon, voilà. Donc, on est face à une difficulté. Alors là, qui est compliquée parce que... mais on découvre à l'occasion de cette recherche que dans le logiciel de la police nationale, dans les motifs de main courante, ce que ne voient pas les jeunes, mais dans les motifs de main courante, il y a éviction d'indésirables. Ce terme d'indésirable était utilisé dans les années 30 pour les Juifs d'Europe de l'Est, dans les années 60 sur les Algériens. Ce terme est inadmissible. Donc j'ai demandé au ministre de l'Intérieur le retrait de ce terme-là dans le logiciel et il a été retiré. C'est une petite victoire, c'est une victoire symbolique, mais qui n'est pas rien. Ça ne résout pas mon problème de multiverbalisation. Mais au moins, il y a des termes qui ne sont pas acceptables. Et là, sur ces questions de multiverbalisation, voilà, on est en train de voir des choses émerger d'une forme d'acharnement sur certains jeunes à certains endroits, à certaines périodes. C'est assez intéressant dans le fait qu'on a vu pas mal l'été. Et voilà. L'été, de jeunes qui ne partent pas en vacances, qui sont au bas des tours, oui, qui peuvent faire un peu de bruit, j'ai pas de doute, mais qu'est-ce qu'on leur propose comme activité ? Et puis, dans cette recherche, ce qui a été intéressant, c'était aussi de regarder, tout dépend de la responsabilité de la police, quelles sont aussi les demandes des riverains, de la mairie sur ces questions-là. Et puis, en fait, ça pose plus large, qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes ?
Qu'est-ce qu'on leur propose comme activité sportive, culturelle? Donc tout l'accès au loisir, à la culture et au sport qui est absolument indispensable. Donc ça, c'est vraiment dans mes échanges avec des jeunes qu'on voit pointer cette difficulté et qu'on oriente une partie du travail de l'institution là-dessus. Donc ces deux points-là me paraissent particulièrement cruciaux, et toute la question discrimination liée à l'origine, discrimination dont les jeunes sont victimes. C'est pour ça qu'on a eu à la fois le rapport orientation, le rapport jeunesse et origine, et puis des jeunes qui ne nous saisissent pas suffisamment, qui ne connaissent pas forcément notre existence, qui se demandent un peu comment ça va se passer. Alors, moi, je dis beaucoup qu'on peut être déceptif, parce que sur les questions de discrimination, il y a quand même s'il y a un aménagement de la charge de la preuve, il y a quand même des choses à prouver, c'est parfois pas simple. Mais moi, je dis beaucoup quand même, n'hésitez pas à nous saisir. On vous dira s'il y a les éléments de preuve qui nous paraissent intéressants ou pas intéressants. Parce que, et avec ça, en disant ça, on ne va pas faire porter le poids de la lutte contre les discriminations sur les victimes à qui on va au bout d'un moment reprocher de ne pas porter plainte ou de ne pas aller devant une institution comme la nôtre. Et qu'il faut évidemment des actions en amont, donc il faut de la prévention. Mais voilà, moi je ne peux qu'inciter à nous saisir, parce qu'on arrive quand même à résoudre des problèmes, à montrer un certain nombre de difficultés. Voilà. Mais après, il y a plein de choses qui me choquent. Je peux vous en citer beaucoup. Bonsoir Madame Edon. Moi j'aurais 3 questions. Donc la première, c'est quel est votre impact en tant que défenseur des droits ? Ensuite, qu'est-ce que vous avez pu changer pendant votre mandat du coup de 6 ans ? Et enfin, est-ce que vous avez vu des évolutions après les publications de vos différents rapports, notamment le dernier en date ? Merci. Alors, le dernier en date, par exemple, Jeunesse et Origine, c'est un peu tôt pour qu'on voit les choses bouger. Attendez, je reprends. Impact, changement. Non, d'abord, notre quotidien, 160 000 réclamations l'année dernière, en 2025, même un peu plus. Dans 80% des cas, on part en médiation qui aboutit dans les 3/4 des cas. Donc le quotidien, on résout des problèmes pour les personnes. Donc ça, c'est quand même un impact qui est réel. Après, dans nos décisions qui portent observation devant les tribunaux, là où on est, je dirais, un tiers indépendant, où on apporte notre connaissance du sujet, mais aussi nos pouvoirs d'enquête. Et donc on est très utile à la fois aux juridictions, aux avocats et aux plaignants. On est suivi par les tribunaux dans 80% des cas. Et quand on n'est pas suivi, on ne se dit pas du tout qu'on a tort, on veut faire évoluer la jurisprudence. Et un exemple d'évolution de la jurisprudence, c'est sur l'action de groupe. Je suis persuadée que dans tous les domaines dont on vient de parler, c'est compliqué d'aller devant les tribunaux individuellement. Et donc je suis convaincue qu'il faut y aller collectivement et que l'action de groupe, elle permet ça. Mais l'action de groupe, elle n'a été votée qu'en 2016. Et il y a un grand principe dans la loi française, c'est que la loi ne peut pas être rétroactive. Donc elle ne peut pas s'appliquer avant. Donc là, il y avait eu un recours devant Safran, vous voyez, grosse entreprise, sur une discrimination syndicale. Et en première instance, comme en appel, les juges ont dit ça ne peut pas être rétroactif, donc on ne peut pas prendre en compte ce qui s'est passé avant. Et nous, on défendait l'idée que la discrimination elle-même, elle a démarré avant. Oui, l'action de groupe, la possibilité de le faire ensemble, elle est que depuis 2016. Mais la discrimination en elle-même, sur toutes ces personnes-là, elle existe depuis bien avant et elle est condamnée par la loi depuis longtemps. Donc non, ce n'est pas une rétroactivité de la loi que de permettre, dans le cadre de cette action de groupe, de reconnaître la discrimination syndicale. Et la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et donc nous a totalement donné raison dans notre analyse de situation. Tout ça, c'est des victoires qui pourraient paraître des petites victoires qui pour nous sont importantes. Parce qu'honnêtement, il n'y aurait pas eu ça coulait complètement l'action de groupe. C'est-à-dire, en fait, elle ne pouvait plus pouvoir agir et être efficace. Or, je suis convaincue que sur ces questions de discrimination, c'est par l'action de groupe qu'on y arrivera. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens individuellement d'aller devant les tribunaux et qu'il faut faire des actions collectives. Donc ça, c'est une des choses importantes. Moi, très sincèrement, je suis obligée de me réjouir que la France ait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur des contrôles d'identité discriminatoires. Oui, je m'en réjouis. Voilà. Je pense que l'évaluation par la Cour des comptes du nombre de contrôles d'identité non contestés par les forces de l'ordre, parce que c'est une évaluation comme il n'y a pas de traçabilité, et c'est non contesté par les forces de l'ordre, c'est une avancée. Je pense qu'on a réussi comme ça à mettre au jour
un certain nombre de difficultés, dont ce dont je vous parlais sur les multiverbalisations. Après, on a avancé dans la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Je pense que c'est aussi un point important. Sur la question droit des enfants, je trouve que tout le travail qu'on a fait sur la protection de l'enfance, mais aussi sur l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école, sur les questions de harcèlement, il y a des avancées, alors pas suffisamment vite. En déontologie, sur le contrôle de la déontologie des forces de sécurité, on est un recours sur les manifestations qui se déroulent mal, sur la façon dont l'affaire Zecler, quand même. Je veux dire, la décision, pour l'instant, elle ne change pas la vie de Michel Zecler, mais elle est quand même importante pour lui, parce qu'on reconnaît et on dit publiquement que lui, tout ce qu'il a dit était vrai, c'est-à-dire toutes les images correspondent à ce qu'a dit Zecler sur la façon dont il a été interpellé et frappé. La vidéo montre qu'il reçoit 29 coups en 4 minutes, sans ne jamais réagir. Et notre travail d'enquête montre que les policiers ont menti tout au long de la procédure. Tout est contredit par les images dans ce qu'ils ont dit. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à la fin ? On dit qu'il faut des poursuites disciplinaires. Nous, on retient la question du racisme. On la retient pour une bonne et simple raison, 2 raisons d'ailleurs. Il y a une boucle WhatsApp avec certains propos absolument inadmissibles tenus qui sont très proches du racisme et qui nous font dire qu'ils ont probablement eu des propos racistes. Mais surtout, Zecler n'a jamais menti. Tout est corroboré dans ce qu'il a dit et les policiers ont menti tout au long de la procédure. Donc il y a un moment, il y en a un qu'il faut croire. Et donc ce qu'on fait ressortir dans cette affaire, c'est que l'IGPN a demandé des poursuites disciplinaires 1 an après les faits, très rapidement après. Ça, vous le savez ? Personne ne le savait. Parce que ce qu'on ne sait pas, quand l'IGPN demande des poursuites disciplinaires, vous ne le savez pas. Ce n'est pas dans les rapports de l'IGPN et de l'IGGN. Et quand est-ce que le ministre suit ou ne suit pas ? On ne le sait pas non plus. Donc nous, on permet de dire, l'IGPN, elle avait fait son travail. Elle avait demandé des poursuites disciplinaires. Nous demandons des poursuites disciplinaires. La réponse du ministre, c'est, puisque l'affaire est au pénal, on attend la décision au pénal avant de faire des poursuites disciplinaires. Et nous disons, et c'est ce que disent vraiment les textes, c'est ce qu'a dit le Conseil d'État dans un certain nombre de situations, les poursuites disciplinaires peuvent se tenir quand bien même l'affaire est au pénal. Voilà. Donc l'enquête administrative peut permettre de faire un certain nombre de choses. Pour moi, nos décisions en déontologie sont quand même une fierté dans ce qu'on peut dire. Mais alors je suis d'accord, on n'est pas suffisamment suivi, il n'y a pas suffisamment de sanctions, je suis parfaitement d'accord avec vous. On est encore dans des situations inadmissibles de violences commises sur les personnes par les forces de l'ordre à des moments où elles n'ont pas à le faire. Voilà. Clairement, quand la personne est maintenue au sol, par exemple, qu'elle puisse avoir été arrêtée et avoir commis quelque chose, ce n'est pas la question, mais une fois qu'elle est maintenue, on ne le tape pas dessus. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Les forces de l'ordre ont l'usage de la force, mais de manière nécessaire et proportionnée. Donc voilà, si je vous continue dans nos autres domaines de compétences, dans des rapports qu'on a sortis, tout le travail qu'on a fait sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD. Je pense aussi de tout le travail qu'on a fait, je vous ai dit, sur l'école inclusive et l'accueil des enfants handicapés à l'école. Après, il y a des rapports qu'on va sortir là sur le droit au juge, sur la lutte contre la fraude. Entendons-nous bien, oui, il faut lutter contre la fraude, mais quand ça devient un empêchement pour accéder aux droits, nous, on voit beaucoup de qualifications, par exemple dans des problèmes avec CAF ou assurance maladie, de personnes accusées de fraude alors que ce sont des erreurs. Et puis, je pense que tout le travail qu'on a fait sur la question de la dématérialisation, en disant la dématérialisation des démarches administratives, ce n'est pas le problème en soi, c'est quand c'est la seule porte d'entrée dans le service public. Et toutes les enquêtes qu'on montre, et dont la dernière, plus d'une personne sur 2 dit être en difficulté pour faire des démarches numérisées seule. Mais je veux dire, on est bien au-delà des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des étrangers. Quand vous êtes à plus d'une sur 2, c'est quand même absolument énorme. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que dans les personnes qui sont en difficulté avec le numérique, on a le même taux sur les moins de 25 ans et sur les plus de 55 ans. Donc contre-intuitif sur les jeunes, digital native, hyper doués pour faire plein de choses, mais pas forcément les démarches administratives numérisées. Et je pense que ça vous parle. Mais pour nous, c'est important parce qu'on nous a beaucoup dit sur la dématérialisation, le problème va se résoudre parce que tout le monde sera formé et donc le problème sera réglé. Ben non. Et surtout,
le service public il doit être accessible et s'adapter aux usagers. Et là, on demande à l'usager de s'adapter. Voilà, dans mes j'ai répondu aux 3 questions. Mais l'impact, le changement, les évolutions, ça, je réponds à peu près aux 3 questions, c'est bon? Non, et après, enfin, il faudrait qu'on soit beaucoup plus suivi. Moi, je ne crois pas qu'il faut qu'on ait un pouvoir de contrainte, l'institution du défenseur des droits, parce qu'il y a la justice. Mais honnêtement, nous, quand on demande des poursuites disciplinaires sur les forces de sécurité, on devrait être suivi systématiquement, si vous voulez mon avis. Systématiquement. Parce qu'en fait, on le demande 10-12 fois par an, et nos décisions comme celle-là passent devant un collège avec des personnalités nommées par le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, le premier président de la Cour de cassation et le vice-président du Conseil d'État. Dedans, on a un ancien directeur général de la police nationale, on a un ancien procureur, on a un ancien commissaire de police. Et quand eux disent « mais ce qui s'est passé est inadmissible, vous n'êtes presque même pas assez sévère, vous devriez l'être plus », bon, ben ça va, nos décisions, on n'est pas des... Et donc, on devrait, moi je pense, enfin moi je rêve d'un ministre de l'Intérieur qui dise je suivrai toutes les décisions et les demandes de poursuite disciplinaire du défenseur des droits. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit pour tout de suite. Quoi? Le ministre de l'Intérieur, c'est mal barré. Non mais vous savez, enfin bon, compliqué quand même, parce qu'il faut être sincère, mais bon, on est sur un terrain glissant. Je pense que l'immense majorité des forces de sécurité fait tout à fait correctement son travail, et eux-mêmes souffrent de ce genre de situation. Voilà, il faudrait probablement qu'ils le disent publiquement un peu plus fort, mais honnêtement, on en voit un certain nombre qui disent, mais oui, enfin, nous, on a besoin que ces personnes-là soient sanctionnées. Voilà. On enchaîne. On enchaîne, oui. Je suis trop bavarde. Bonjour Madame Edon, oui. Je m'appelle Caroline Borges, j'ai été mentorée chez Article 1. Donc, en février 2026, le Défenseur des droits a publié un nouveau rapport sur les discriminations. Donc mes 2 questions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses évoluent réellement en la matière, et est-ce que le droit est vraiment assez fort pour lutter contre les discriminations selon vous? Alors, je vais même répondre à la 2e question d'abord. Le droit, il est très précis sur l'interdiction des discriminations et sur le fait que c'est un délit. Donc, pour moi, le droit, il est suffisamment fort. Mais on est typiquement dans ce qu'observe l'institution, l'écart entre le droit annoncé et son effectivité. Et là, on est exactement dans ce domaine-là, avec en plus égalité, mais sur le fronton de toutes nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Autant vous dire que sur l'égalité, on n'y est pas. Et je crois qu'on est dans une société qui a plus de mal à reconnaître ces discriminations, justement parce que l'égalité est pour nous une valeur importante, et aussi parce qu'on veut une société universaliste dans le bon sens du terme. Mais du coup, on a du mal à reconnaître qu'en fait, on n'y est pas du tout chez nous. Donc ça, c'est pour moi le premier point. Et votre première question, c'était... Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses évoluent réellement en la matière? Oui, pour que ça évolue là-dessus, d'abord... Je pense essentiel de travailler sur tous les critères de discrimination ensemble. Je suis frappée dans des entreprises quand il y a, par exemple, nous, on n'est pas, vous savez, compétents sur les propos racistes, sexistes, homophobes. En revanche, quand c'est des propos qui peuvent être un harcèlement discriminatoire, on devient compétent, ce qui est une petite subtilité, entre autres en entreprise. Moi, je suis très frappée de quand il commence à y avoir des propos racistes, il y a aussi des propos sexiste et homophobe. Je suis impressionnée du trio qui marche ensemble. C'est assez... Et donc, aller travailler les critères séparément, je pense que ce n'est pas la bonne approche. Après, il y a un cumul des critères. Une femme qui est perçue comme noire ou arabe, il y a quand même des choses... Et si vous avez un problème de situation de handicap, le cumul, ce qu'on appelle, nous, l'intersectionnalité, il y a une forte aggravation. La question aussi... pas forcément précarité, mais public plus en difficulté financièrement, joue aussi, même si nous, dans nos réclamations, on a eu une femme à un poste très élevé qui dénonce un harcèlement sexuel et qui est licenciée pour dénonciation calomnieuse. C'était une très belle affaire qu'on voulait nous médiatiser. On avait fait des observations devant les tribunaux et il y a eu transaction finalement. Donc ça prouve que l'entreprise a quand même reconnu qu'elle n'avait pas fait correctement son travail. Sur l'enquête interne, où nous, on avait prouvé que non seulement les 3 personnes précédentes avaient été aussi victimes de harcèlement sexuel, mais surtout que le harceleur avait fait la même chose dans l'entreprise précédente et dans celle d'avant. Voilà. Donc, il faut travailler sur l'ensemble des critères. Il faut une politique publique beaucoup plus importante là-dessus. Il faut un observatoire qui permet d'évaluer, puisque, en fait, on a très peu de réclamations. Je vais vous donner juste une étude qu'on a menée auprès des avocats et avocates.
en 2018, 38% disent avoir été victimes de discrimination dans les 5 dernières années. Si on prend que les femmes, 53%. Lié beaucoup aux émoluments, c'est-à-dire au salaire qu'elles reçoivent, et aussi au retour de congé maternité ou même début de la grossesse. Moins de 5% sont allés devant les tribunaux ou devant une institution comme la nôtre. On est face à un public qui connaît ses droits, qui a les armes pour se défendre et qui ne le fait pas. Et quand on leur demande pourquoi, 2 raisons. La première, à quoi ça va servir? En quoi ça résout mon problème là maintenant? Et ça, il faut l'entendre et c'est important. Et 2, la peur des représailles. On en revient à l'histoire que je vous ai racontée juste avant. Donc, comme on a un énorme écart entre la perception des discriminations et les recours, et que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas faire peser la lutte contre les discriminations sur les victimes à qui on va dire en plus vous n'êtes pas allé porter plainte, c'est quand même on va pas. Donc il faut des actions de prévention, il faut des politiques publiques, il faut un observatoire qui évalue ces discriminations, et ça on veut qu'ils soient chez nous parce qu'on veut qu'ils soient indépendants, hein, voilà. Et donc voilà, et moi je réclame par exemple des grandes campagnes de communication sur ce que sont les discriminations et pourquoi c'est délétère pour la cohésion sociale. On a fait ça sur la sécurité routière, on pourrait très bien le faire sur les discriminations. Oui, le message est peut-être un peu plus compliqué, mais on devrait y arriver avec quelques agences de com et de pub qui travaillent dessus. Donc il faudrait ça. Et vous voyez bien qu'on ne se donne pas les moyens là-dessus. Moi, parce qu'évidemment, en fait, la campagne de com, je voudrais plutôt que ce soit nous qui la fassions. Donc je réclame 3-4 millions d'euros tous les ans là-dessus, je ne les ai jamais. Donc je ne sens pas une vraie volonté de lutter efficacement contre les discriminations, très honnêtement. Pas assez d'ambition. Oui, il y a des programmes, il y a le PRADO, hein, le plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, qui a été une avancée, mais je veux dire, c'est pas suffisamment massif. Et puis, vous voyez bien, enfin, ce qui se passe outre-Atlantique, c'est pas dans l'air du temps non plus, ça. Je pense que ça vous a pas échappé. Ce qui est intéressant, ce qui se passe outre-Atlantique, c'est que dans les universités, vous avez une interdiction maintenant des programmes de diversité sur la couleur de peau. Vous avez une interdiction sur la question de l'orientation sexuelle, sur la question femme, mais aussi sur la question handicap, parce que quand ils sont bourrins sur ces sujets-là, ils le sont surtout. Donc vous n'avez pas le droit d'avoir des programmes d'insertion dans les universités pour les personnes en situation de handicap. On en revient à ce que je vous dis, il faut travailler sur tous les critères ensemble, et quand les attaques arrivent d'un côté, c'est l'ensemble qui est visé. Merci. Bonjour Madame Edon, je m'appelle Ajra Lehumer et je suis membre du collectif des différentes leaders. Et comme on le sait, les défenseurs des droits consacrent de nombreux travaux à l'orientation scolaire. Donc je voulais savoir, selon vous, comment on peut passer d'une orientation subie à une orientation choisie pour toutes et tous, et quel rôle peut jouer le mentorat là-dessus? La question de l'orientation scolaire, elle est cruciale. Je suis impressionnée, et c'est vraiment une question de milieu et de connaissances familiales sur le fait, et pas qu'une question là, de couleur de peau et d'origine. Hein. La question classe sociale joue beaucoup sur la question d'orientation et sur le non-choix. Plusieurs choses que nous, on a pu faire. D'abord, est-ce que vous connaissez Youssef Badr, qui est un magistrat que je trouve absolument remarquable, qui a créé la courte échelle, hein, qui fait un travail d'accompagnement justement vers les stages et vers l'emploi. Et lui, au moment des révoltes urbaines en 2023, et il n'y a que lui pour faire ça, il a fait beaucoup de comparutions immédiates et il a pensé à demander à tous les jeunes la question de l'orientation scolaire, de ce qu'ils avaient fait. Et il dit, le point commun, c'est l'orientation subie. C'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas pu choisir ce qu'ils voulaient faire et qui du coup ont été en échec, et qui du coup se retrouvent en difficulté. Et il dit, je ne cherche pas du tout à excuser en disant ça, je dis quand même, on a un problème sur la question de l'orientation scolaire. J'ai l'impression qu'on a là un ministre de l'Éducation qui a envie de travailler sur cette question-là. On a fait des recommandations, entre autres d'informer suffisamment les jeunes sur les différentes filières. On a été très frappés, c'était en 2022, septembre 2022, je vois un tweet du maire de Grigny, Philippe Rio, qui met « J'ai plus de 62 jeunes non affectés dans un lycée, à la rue, à la rentrée en septembre. » Et donc je l'appelle en lui disant « Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il me dit « Eh bien, c'est des jeunes qui étaient admis en seconde, non affectés le jour de la rentrée. » Et alors là, on part en enquête et on découvre un phénomène. C'était 18 000 jeunes en 2022, 23 000 en 2023, ça monte à 27 000 en 2024, de jeunes admis en seconde, non affectés. Alors l'éducation nationale vous dit très vite,
C'est là que nos pouvoirs d'enquête sont intéressants. Et d'ailleurs, eux-mêmes ont dit, on n'avait jamais agrégé ces chiffres-là, et donc eux-mêmes, ça les intéressait pour essayer d'agir là-dessus. Et donc, ils me disent très vite, mais en fait, en gros, vous inquiétez pas, entre le 15 septembre, 30 septembre, 30 octobre, ils sont tous affectés. Ouais, enfin, vous commencez par louper 2 mois de cours. Quelle est la violence symbolique d'un jeune qui, le jour de la rentrée scolaire, ne fait pas sa rentrée scolaire comme tout le monde, ou fait sa rentrée dans un lycée qu'il n'a pas choisi, dans une orientation qu'il n'a pas choisie. Et j'ai le souvenir, parce que du coup, Philippe Rio m'a fait rencontrer une série de jeunes à Grigny, et j'ai le souvenir d'une jeune qui voulait faire un CAP petite enfance et qui n'était pas affectée. On manque de jeunes formés sur les questions de la petite enfance. Donc, en plus, un système totalement absurde. Donc voilà, on a essayé de faire un certain nombre de recommandations. Il y a eu quelques améliorations. Ce n'est pas du tout suffisant. Ça, c'est aussi le côté frustrant pour nous. Ça n'avance pas assez vite. Donc cette question d'orientation scolaire, elle est cruciale. Il y a une deuxième difficulté qui va vous parler, sur laquelle j'ai été très vite alertée par des jeunes, c'est la question de trouver un stage. Et évidemment que c'est ce qui permet d'abord le stage de 3e de savoir un peu ce qu'on a envie de faire, et puis l'ensemble des stages après quand on est à l'université. Mais surtout, vous avez des stages qui sont obligatoires pour valider son diplôme en bac pro, en BTS. Et donc on a des jeunes qui ne valident pas leur diplôme parce qu'ils ne trouvent pas de stage. Et là, on est dans une injustice absolument totale. Parce que, évidemment que c'est le réseau qui joue. Et les jeunes nous le disent, mais moi, ma maman, elle n'a aucun réseau, elle ne peut pas m'aider, elle travaille sur un chantier ou le père travaille à tel endroit, et j'ai pas de réseau. Donc une des choses qu'on demande dans le rapport, et c'est une des choses qu'il faudrait suivre, c'est que l'obligation de trouver un stage ne repose pas sur le jeune, mais sur l'organisme de formation. Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, entre autres quand le stage est obligatoire pour valider, c'est la seule solution. Parce que le côté où on vous dit « mais non, mais c'est pour vous apprendre à vous débrouiller », oui, enfin, il y a une injustice dans la façon de pouvoir se débrouiller. Donc cette question du stage, sur la question de l'orientation, pour moi, elle est absolument cruciale. Et puis après, c'est le fait d'avoir fait des stages qui fait qu'on trouve un emploi. Et donc ces stages, ils ont vraiment un rôle absolument essentiel. Et on est face à une inégalité qui, pour moi, est vraiment cruciale. Voilà. Et j'ai le souvenir de situations de quelqu'un qui ne nous a pas saisis, mais une jeune femme qui postule à un endroit et elle reçoit par erreur, vous savez qu'il y a quand même des choses, un mail qui évidemment ne lui était pas destiné, et qui est sur l'entretien qu'elle vient de mener, et avec un mail écrit « Elle est parfaite, elle a un seul inconvénient, elle est noire ». Et ça, c'était une affaire au pénal qui, pour nous, était formidable. Et moi, je comprends la jeune, elle n'a pas voulu, parce que c'est dans une branche très particulière. Elle avait peur d'être grillée sur la place. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont capables d'écrire des trucs comme ça, quoi. Mais il faut quand même être... faut quand même être d'une stupidité absolument à toute épreuve. Mais c'est des choses comme ça. Et nous, on a des jeunes qui nous disent, qui nous saisissent et qui nous disent, en fait, le testing, je l'ai fait tout seul. C'est-à-dire, moi, j'en ai ras-le-bol, là, de jamais être convoqué. Donc là, à la dernière entreprise, j'ai envoyé mon CV avec mon nom, ma photo, puis j'ai envoyé un autre CV avec un autre nom, une autre adresse. Puis je suis convoqué sur l'autre. Et c'est le même. Donc ça, c'est insupportable. Et c'est la réalité de la société pour l'instant. Voilà. Mais on ne l'a pas résolu, ce problème-là. On le met sur le tapis, il est sur la... Mais il n'est pas réglé, mais je pense qu'il y a une urgence à agir. Voilà. Ah oui, et puis, pardon, je peux vous dire une chose. Puis alors, moi, les propos qui me sont absolument insupportables, c'est cette jeunesse perdue, violente, délinquance. On a une jeunesse qui est formidable. Non, mais on va se le dire clairement. On a une jeunesse qui est engagée, qui a envie d'avancer. Oui, il y en a qui peuvent faire quelques erreurs. Mais voilà. Donc, aller dire qu'on a une jeunesse en ce moment qui est une jeunesse perdue, violente ou tout ce qu'on veut, non. Oui, il y a des passages à l'acte plus jeunes et plus graves. Mais il n'y a pas d'augmentation de la délinquance. Ce n'est pas ce qu'on vous dit tous les jours. Bonsoir madame, moi c'est Arnold, membre des différents leaders, et j'aurais une question pour vous ce soir. Au regard de notre cohésion nationale qui semble de plus en plus s'effriter, comment pourront-on, selon vous, restaurer ce lien de confiance entre la police et la population française, et notamment les jeunes issus des milieux populaires? Merci. Les jeunes en général, hein, vous pouvez même dire. Parce que honnêtement, moi, je vois des jeunes excessivement outrés
de la façon, quand ils sont en groupe, que ce soit que ceux de couleur qui soient contrôlés. Donc en fait, ça abîme tout le rapport à la jeunesse. Dans les mouvements environnementaux, les jeunes sont très visés aussi par les forces de sécurité. Donc la défiance des jeunes envers les forces de l'ordre est assez généralisée. La réponse qui est faite par les forces de sécurité là-dessus, c'est qu'il y a un taux de confiance dans la population en général sur les forces de sécurité, pas chez les jeunes. Les chiffres chez les jeunes ne sont pas bons du tout. Comment on rétablit la confiance ? D'abord, quand il y a des actes répréhensibles, un usage de la force non nécessaire proportionné, des sanctions rapides et importantes. Ça, c'est la première des choses qui permet de rétablir la confiance. Parce que si, quand il y a des dérapages, vous savez que vous aurez un recours et que la personne sera condamnée, ça rétablira la confiance dans les forces de sécurité. Et ça, c'est le premier point. Je pense que la question des contrôles d'identité, elle est cruciale. Si on veut rétablir la confiance, on va arrêter de contrôler les mêmes. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 15 000 solutions. Ça ne me paraît pas très compliqué, surtout. Enfin, je veux dire, parce qu'en plus, les forces de l'ordre, elles en auront ras-le-bol de faire des contrôles d'identité. Ça n'a pas non plus tellement de sens pour eux. Donc, je pense que ce sont pour moi les points les plus importants. Oui, évidemment, moi, je vois que ce qui ne va pas, mais enfin, franchement, là, dans les décisions qu'on rend en ce moment, c'est effrayant ce qu'on observe. Voilà, effrayant. Je ne peux pas vous dire autre chose, effrayant. Et je ne généralise pas. Évidemment que ce n'est pas la majorité. Mais vous, dans certains quartiers, vous pouvez avoir l'impression que c'est du constant. Voilà. Pour tout vous raconter, je dialoguais avec un de mes neveux, le fils d'une de mes cousines, qui est originaire du Rwanda. Et je lui demandais, toi, ça se passe comment là sur les contrôles d'identité ? Et il me dit, écoute, c'est un peu agaçant parce qu'il y a des moments où c'est 3 fois dans la journée, donc c'est quand même, c'est pas tout le temps, mais il y a des moments où c'est 3 fois dans la journée. Et lui, il a tout à fait observé les lieux où ça se passait. Donc, vous avez compris, dans ma famille, milieu plutôt bourgeois. Donc, il me dit, quand je suis à Versailles ou Paris 8e, 7e, j'ai pas de problème de contrôle. Mais lui, il est à Lille en ce moment, et quand, par exemple, je reviens de Roubaix à Lille, en train, là, je suis beaucoup plus contrôlée. Donc, en fait, il avait parfaitement identifié les lieux aussi où ça se passe. Évidemment, il dit aussi à quel point c'est insupportable. Et il dit de temps en temps, il demande aux forces de sécurité, mais pourquoi vous me contrôlez ? Eh bien, ils sont incapables de dire pourquoi. Voilà. Donc, je pense que cette question des contrôles d'identité, elle est centrale dans la question de la confiance. Voilà. En Grande-Bretagne, il faut que vous sachiez, il n'y a pas de contrôle d'identité. Parce que les Anglais n'ont pas de pièce d'identité. Ils ont des passeports, mais ils n'ont pas de pièce d'identité. Donc, en Grande-Bretagne, vous avez ce qu'on appelle des stop and search. Ils peuvent vous arrêter, vous poser des questions, vous fouillez, le search. Et eux, pendant qu'on a nos chiffres là, de contrôle d'identité, eux, ils tournent autour de 800 000 stop and search à l'année avec une traçabilité, c'est-à-dire que quand vous avez eu un stop and search, c'est enregistré sur une tablette et vous pouvez aller le lendemain au commissariat, si vous considérez que ça s'est mal passé, demander un récépissé. Ce n'est pas le récépissé automatique, mais c'est enregistré sur tablette. À l'époque du numérique, on ne vous donnera pas un document papier, on peut le comprendre. Mais donc, je pense que cette question du contrôle d'identité, elle est centrale. Mais là, comment vous dire que je n'arrive pas à convaincre ? Voilà, on est d'accord. Moi, j'espérais, c'est un fond d'optimisme, qu'en 6 ans, j'aurais fait vraiment avancer les choses. C'est pas flagrant. Ça ne sera pas la plus grande réussite. J'aimerais bien rebondir sur un truc. En fait, tout à l'heure, vous avez mentionné à peu près 100 000 personnes. 100 000 personnes qui venaient vers vous. 160 000 même. 160 000 personnes. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai su que j'allais justement aller pouvoir vous poser une question, je suis allé me renseigner. On m'a dit défenseur des droits. J'ai dit, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je suis allé voir, je me suis dit peut-être que c'était moi le problème. Je suis allé voir des personnes de milieu populaire, je suis allé voir des personnes de mon école, je suis allé voir des jeunes, je suis allé voir dans l'associatif. Il y a une seule personne sur à peu près une vingtaine de personnes qui m'ont dit je sais ce que c'est. Moi, j'aimerais savoir, avec tous les cas que vous venez de nous citer, qu'est-ce que concrètement, comment en fait vous faites pour vous faire connaître ? Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose où les jeunes, enfin un peu tout le monde même, quand je dis les jeunes, mais voilà, il y a un peu toute la population a besoin de savoir que vous existez. Mais nous, on ne sait pas. Enfin, alors comment on fait ? Non, alors vous avez tout à fait raison. On est très peu connus. Non, mais ça, l'enquête de notoriété, c'est une personne sur 2 simplement qui nous connaît. Et votre test, il est encore pire. Mais c'est 1 sur 15 qui nous connaît. Non, on a tout à fait conscience de ça. Alors, d'abord, ce qu'on fait pour essayer de se faire connaître. D'abord, on essaie de médiatiser un certain nombre de nos décisions, nos rapports, donc les médias, mais aussi les réseaux sociaux. Donc voilà, on essaye d'être présent pour se faire connaître.
On a des délégués. Vous savez, on a une particularité dans l'institution, c'est 260 agents, majoritairement des juristes, majoritairement au siège, sauf les chefs de pôles régionaux, et 650 délégués territoriaux qui sont des bénévoles et qui accueillent les réclamants en présentiel. Donc on essaye que nos délégués soient dans des missions locales, dans des CCAS, dans des mairies, au plus près des personnes, dans des associations, pour se faire connaître et pour parler de l'institution. Dès qu'un délégué s'installe quelque part, on voit arriver des réclamations à un endroit où on ne les voyait pas forcément. Maintenant, on va se dire très franchement, pour être connu, il va falloir faire des campagnes massives de communication. Et on en revient au problème de tout à l'heure. C'est que moi, j'ai besoin qu'on fasse... Si on faisait des campagnes massives de communication sur les discriminations, qu'on mettait bien Défenseur des droits, vous pouvez contacter le 3928 et le Défenseur des droits, là, d'un seul coup, on commencerait à connaître l'institution et ce qu'elle fait. Donc, il n'y a pas 15 000 méthodes pour se faire connaître. Mais, dit un peu crûment, on a créé une institution comme celle-là. On la met dans la Constitution. Et après, on se donne bonne conscience pour pas cher. Donc, on a mis quelque chose pour défendre les droits. Vous avez vu qu'on a un budget qui est quand même pas délirant. Et donc, après, c'est tout. Voilà. Et on ne voudrait pas quand même non plus trop connu parce que, quand même, ça dérange un peu. Mais c'est un de mes grands soucis. Oui, on n'est pas du tout assez connu. Pas du tout. Et pourtant, moi, je fais beaucoup de déplacements sur les territoires. Je rencontre les associations. Je fais des échanges. J'en fais énormément comme ça. Moi, je me régale. Hein. J'aime bien aller échanger, comprendre les difficultés des uns et des autres, essayer de dire ce que nous, on peut faire. Mais ce n'est pas suffisant du tout. Du tout. Voilà. Mais vous soulevez quelque chose qui est crucial et qui me chagrine beaucoup, moi, parce qu'on est un recours utile, mais on n'est pas du tout assez connu. Voilà. Merci. Alors, pour la prochaine question, c'est moi. On vous entend. Ouais. Je suis Rovina, étudiante en droit, et j'aimerais rajouter aussi le Défenseur de droit a bien des partenariats avec des universités franciliennes, oui. Et même dans le reste de la France. Et je fais partie une des anciennes cliniciennes de l'université Paris 8, ayant participé à la rédaction de certaines préconisations avec le Défenseur de droit. Génial. Et laquelle ? Quelle année ? Sur quel sujet ? 2023, oui. Sur les discriminations. C'est ça. Oui. D'accord. Et dont on a repris un certain nombre de vos recommandations. Oui. Et moi, je vais vous dire, je vais aussi beaucoup dans les facs de droit. Je suis très frappée de la façon excessivement succincte dont est présenté le Défenseur des droits dans les études de droit. Hein. Wow, c'est comment vous dire, c'est 3 lignes. Parce qu'en droit constitutionnel, je suis désolée, on pourrait faire une partie sur le Défenseur des droits. Vous voyez bien la façon dont, au tout début, je vous ai présenté l'institution. Honnêtement, en 5 minutes, vous pouvez dire les points essentiels. Ce n'est pas très compliqué de mettre ça dans les études de droit. Donc je trouve que c'est très succinct dans les études de droit. Ça pourrait être dans toutes les études et même à l'école. Nous, on a des jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant qui interviennent dans les écoles, collèges, lycées pour parler des droits de l'enfant. Et donc, du coup, ils entendent parler de l'institution. Mais nous, on a une centaine de jeunes JAD. On ne peut pas faire tellement plus. Il faudrait faire ça dans toutes les écoles, partout, tous les ans. Enfin, on voudrait vraiment mettre cette institution largement à disposition de la population. On la ferait plus connaître. Et vous voyez bien qui je vise par le 11, pas nous. Alors, ma question oui, est la c'est vrai, suivante. parce que du coup... Alors, chaque jour ou presque, nous découvrons des horreurs en ce qui concerne la protection de l'enfance. Donc, j'aimerais bien savoir ce que le Défenseur de droit préconise sur ces enjeux. Dans les, en gros, 3500, 4000 réclamations qu'on a tous les ans sur les droits de l'enfant, c'est un tiers de nos réclamations, la protection de l'enfance. Et en 2022, on est alerté par des magistrats, juges des enfants, sur des décisions qu'ils ont prises ou d'accompagnement en milieu ouvert ou de placement non effectué. Donc une décision de justice qui n'est pas appliquée. Et donc, on s'est autosaisi, ce qui est une des possibilités. On a aussi été saisi par des travailleurs sociaux, parce que les magistrats, dans la loi organique, n'ont pas le droit de nous saisir. Et on est allé en enquête dans 14 départements. On a rendu une décision cadre, une décision par département dans 7 départements, et dans lequel on dit, le département, certes, est chef de file, mais il n'a pas toute la responsabilité de la protection de l'enfance. L'État s'est trop désengagé sur les questions d'accès aux soins, sur les questions de scolarité et de parcours scolaire. Mais globalement, si on revient à tout ce qui se passe en termes de protection de l'enfance, l'objectif, c'est quand même d'éviter le placement et d'accompagner suffisamment bien les parents.
la question du soutien à la parentalité. On n'est pas bon en France pour investir sur la prévention. Le soutien à la parentalité, les conditions de logement d'un certain nombre de familles. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il y a des familles qui sont mises en difficulté dans des logements excessivement exigus, avec des enfants qui n'ont pas accès à des loisirs, au sport, à la culture, et que ça met en difficulté. Et aboutir du coup à des placements parce que les parents sont mis en difficulté me paraît quelque chose qui est très dommageable. Il y a des moments de violence physique où il n'y a pas de doute qu'il faut un placement. Mais il y a des moments où si les parents étaient mieux accompagnés et aidés, on éviterait un certain nombre de placements. Mais là-dessus, honnêtement, je ne vois pas que les choses s'améliorent pour l'instant. Voilà. Et alors, je vais vous dire, dans les découvertes, mes déplacements de terrain, je suis en Corrèze. Je vois 2 jeunes filles en protection de l'enfance. Elles ont 18 ans, donc elles sont sur le parti contrat jeune majeur. Et je découvre qu'elles ont des contrats jeunes majeurs de 3 mois. Et elles me disent la trouille qu'elles ont. Parce que elles, tous les 3 mois, de se demander si elles se retrouvent à la rue ou si le contrat est renouvelé. Mais vous vous rendez compte des départements qui sont capables de faire des contrats jeunes majeurs de 3 mois sous le prétexte qu'on veut voir si elles réussissent. D'abord en 3 mois, excusez-moi, mais c'est sur l'année scolaire ou l'année étudiante que vous savez si elle a réussi ou pas. Et puis un peu, enfin on a le droit à l'échec. Enfin moi perso, j'ai redoublé ma première année de droit, hein, parce qu'en fait moi je suis arrivée en droit, c'était à moi la liberté. Donc j'ai fait une première année où j'ai découvert la vie universitaire et j'ai passé pas mal de temps au bistrot et pas trop en cours. Après je m'y suis mise et voilà. Mais on a le droit quand on est jeune d'avoir une année où on décompresse, où on découvre la vie, la liberté, et c'est pas voilà. Et là, vous vous rendez compte, voilà, c'est ça aussi dans les découvertes qu'on fait. La question de la protection de l'enfant. Et vous voyez là, par exemple, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Une nouvelle loi sur la protection de l'enfance? Enfin, on n'en a absolument pas besoin. Appliquons la loi. Donc la façon de répondre à chaque fois à des difficultés en disant on va faire une loi, ça aussi, c'est pas nécessaire. Appliquons la loi. Bonjour. Déjà, dans un premier temps, je voulais vous remercier pour votre présence ce soir. Je suis particulièrement admirative de votre parcours. Je suis Ninon Dro, je suis membre du collectif Différentes Leaders et accessoirement juriste en droit social. C'est pour ça que je suis admirative de votre parcours. Ma question étant ce soir, puisque vous y avez consacré un livre, c'est quoi pour vous une république des droits? Et pensez-vous qu'elle puisse, je dirais, encore tenir debout après 2027? D'abord, sur la question de 2027, l'arrivée du RN au pouvoir, ce n'est pas une fatalité. Donc je pense qu'il faut encore se battre. Et puis après, il faut déjà réfléchir à s'ils sont au pouvoir, comment on résiste. Hein. Je pense qu'il faut les deux en parallèle. Mais je pense que ce n'est pas une fatalité et il faut qu'on se batte. Il faut convaincre d'aller voter. Oui, on aura peut-être un choix qui ne sera pas exactement ce qu'on veut, mais enfin, si on peut éviter le RN, c'est quand même mieux parce que l'extrême droite au pouvoir, on sait quand ils prennent le pouvoir, on ne sait pas bien quand ils la rendent. Voilà. Ce livre sur la République des droits, ce n'est pas un bilan de fin de mandat. Il y aura un bilan de fin de mandat au mois de juin, puisque donc moi, mon mandat se termine le 21 juillet. Mais j'ai plutôt voulu mettre l'accent sur certains points. Et donc, il y a entre autres des choses sur les contrôles d'identité discriminatoires, sur la question des multiverbalisations. Mais en fait, ce que j'ai voulu essayer de dire, c'est pourquoi le respect du droit est important, pourquoi le respect de la dignité, c'est ce qui fonde une démocratie. Je suis assez frappée sur des choses qu'on pourrait expliquer dès l'école des tout-petits sur ce qu'est une démocratie. Une démocratie, ce n'est pas simplement l'élection au suffrage universel. Bien sûr que ça en fait partie. C'est la séparation des pouvoirs. Je dis de temps en temps que c'est le truc que j'ai retenu de ma première année de droit en droit constitutionnel, c'est ça. C'est la séparation des pouvoirs. C'est le fait qu'il y a une séparation du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Je trouve là-dessus qu'il y a une phrase de Montesquieu qui dit qu'il faut que par l'organisation des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Parce qu'en fait, quand vous donnez le pouvoir aux hommes ou aux femmes, il y a une petite tendance de vouloir se garder le pouvoir et puis de tout décider. Et donc, s'il n'y a pas un système organisé où l'administratif est contrôlé par le judiciaire, où les pouvoirs des forces de l'ordre, qui ont le pouvoir de la force, est contrôlé par le judiciaire, par les organes de contrôle interne ou externe. Donc cette question de la séparation des pouvoirs, elle est absolument fondamentale dans une démocratie. Donc une démocratie, élection au suffrage universel, la séparation des pouvoirs, la liberté associative, la liberté de manifester, la liberté de la presse, c'est tout ça une démocratie. Et donc vous ne pouvez pas avoir une démocratie si vous n'avez pas cet ensemble. Et c'est ça qu'il faudrait
expliquer, et aussi réussir à expliquer pourquoi l'extrême droite au pouvoir est un danger. Voilà. Et ça, je sens bien que c'est pas si simple. Il y a une petite musique du genre on n'a pas tout essayé. Bon, je n'ai pas tellement envie d'essayer l'extrême droite, qui a eu un côté déceptif des pouvoirs, des différents partis qui ont été au pouvoir. Là, une impression d'une partie de la population d'être abandonnée, de ne pas être prise en compte, je le comprends très bien. Et c'est une réalité. Je trouve qu'on ne fait pas assez. Mais ce n'est pas une raison pour aller voter pour l'extrême droite. Mais ça, il faut mener son bâton de pèlerin, il faut aller convaincre. Hein. Voilà. Et moi, je redis, il faut vraiment aller voter. Hein. Même si de temps en temps, vous avez l'impression, vous dites, en quoi ça a changé ma vie d'aller voter. Oui, mais je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Voilà. Bonsoir Madame Hédon, c'est à mon tour. Je m'appelle, je vous laisse vous réinstaller. Je vais me retourner vers vous. Okay, super. En fait, j'avais pris papier crayon parce que de temps en temps j'ai besoin de prendre des notes, mais en fait, ça ne sert à rien. Voilà. Aucun souci. Alors je m'appelle Jennifer et j'ai une question pour vous. Enfin, j'en ai plusieurs, mais bon, on va faire court. Vous nous avez dit que voilà, vous étiez une femme de terrain, vous avez été journaliste, vous avez été présidente d'association, vous êtes défenseur des droits, vous nous avez parlé des limites d'ailleurs. Et donc la question que je vais vous poser, c'est la question qu'on se pose tous. Quelle est la suite pour vous? Où pensez-vous être la plus utile? Est-ce que vous pensez embrasser une carrière politique? Alors pas forcément ministre de l'Intérieur, mais... Non, je ne l'avais jamais entendu, ministre de l'Intérieur. Je trouve ça très bon. Non, alors c'est une très bonne question qui me préoccupe forcément un peu, mais je suis très sincère, je ne sais pas encore. Clairement, j'ai 63 ans en fait, donc je pourrais partir à la retraite, mais je préférerais... Vous êtes jeune, hein, mais je préférerais... D'abord, oui, moi j'ai pas encore l'impression, je me sens pas très éloignée de vous en âge, pourtant je pense qu'il y a quand même un écart. Mais bon, je sais que je veux continuer à travailler. Voilà. D'abord, je me sens encore en forme, j'ai envie d'être utile. C'est pas très simple de savoir ce que je fais après, mais j'ai vraiment rien de concret. C'est sûr qu'en fait, même si j'avais quelque chose de concret, probablement que je ne vous le dirais pas. Mais très honnêtement, je n'ai rien de concret pour l'instant. Je suis assez touchée parce que j'ai des personnes qui m'aident. Donc je me dis, il y a des gens qui me veulent du bien et à des hauts postes. Donc je trouve ça assez sympathique. Ou des gens qui ont eu des beaux parcours professionnels et qui essayent de me conseiller sur ce qui est possible. Je voudrais encore être utile. Je vais reprendre un engagement associatif. Enfin, très clairement, ça je peux vous le dire, je retournerai comme bénévole à la Télé Quart Monde. C'est absolument une évidence pour moi. J'ai envie de continuer à être utile. C'est un mouvement qui réfléchit bien à un projet de société. Donc je veux continuer à être utile. Donc ça, c'est une chose qui est sûre. Il me faut quand même une activité professionnelle où je continue à gagner ma vie. Voilà. Donc, mais je réfléchis et j'ai encore envie d'être utile. Et j'ai toujours eu un métier qui a du sens et j'ai besoin de continuer à avoir du sens. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est pas forcément très simple au début dans la vie professionnelle, mais essayez de trouver quelque chose qui a du sens, dans lequel vous vous épanouissez, qui est intéressant. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas simple. Hein. Moi, j'ai trouvé que les débuts de vie professionnelle étaient durs parce que je trouve que c'était pas à la hauteur de mes attentes et de mes aspirations. Je trouvais, il faut réussir à s'entendre avec les gens. Je trouvais que j'avais quelques responsables que je trouvais pas tout à fait à la hauteur. Enfin, peut-être des choses que vous pouvez sentir, mais je trouve que la quête de trouver quelque chose qui ait du sens est important. Après, j'ai aussi conscience que c'est un luxe suivant les études qu'on a faites. C'est un luxe aussi suivant les périodes. C'est-à-dire, moi, j'étais dans une période au moment où j'ai cherché du travail où j'ai eu le choix. Donc, c'était plus facile. Moi, j'ai choisi, c'est assez intéressant, c'est que mon premier emploi, j'avais trouvé un poste dans un service de communication qui se montait chez Fichet Bosch, les serrures. Et je me suis assise le premier jour, mais sérieux, hein, et je me suis dit, je me suis trompée. Mais vraiment, l'évidence du je me suis trompée et l'évidence que j'avais le choix, autrement un travail en agence, en communication, et que j'avais fait le choix sur le salaire. Et là, je me suis d'un seul coup dit, c'est pas le bon guide, ce truc-là. Et très honnêtement, le soir même, je renvoyais des CV. Et donc, j'ai démissionné d'un CDI pour aller me prendre un CDD de remplacement de congé maternité à Radio France. Et là,
plutôt une famille assez chouette parce qu'ils m'ont pas du tout dit que j'étais dingo. Ils m'ont dit mais évidemment qu'à ton âge il faut que tu fasses quelque chose qui t'intéresse. Si tu t'ennuies, surtout ne reste pas là. Voilà. Mais j'ai conscience que c'est un petit luxe quand vous êtes à une période où vous pouvez trouver du travail, quand vous avez fait des études, quand vous êtes dans un contexte. Je suis toujours un peu gênée de dire ça parce que voilà, c'est le luxe de certains. Mais je crois quand même qu'il faut oser et que si vous arrivez dans un monde professionnel où il y a une ambiance délétère, où vous sentez un regard de méfiance et de défiance vis-à-vis de vous, il faut essayer de chercher, et c'est sûr qu'il vaut mieux chercher tant qu'on est en emploi. Donc moi, c'est pour ça que j'ai fait ça, je vous promets, c'est texto. Hein. Le premier jour, je me trompe, le soir même, j'envoie des CV. Voilà. Merci. Bonsoir Madame Edon, je m'appelle Ariles, je suis là, Ariles Belkessam, et j'aimerais dans un premier temps, à nouveau, comme l'a fait ma collègue, vous remercier d'avoir pris le temps ce soir de nous parler sans filtre. Et maintenant, j'aimerais vous interroger sur une valeur qui me semble et qui nous semblera probablement tous fondamentale vis-à-vis du socle républicain français, qui est l'égalité. Vous-même, vous avez évoqué l'égalité, et j'aimerais savoir, depuis votre expérience, quelle serait, si vous en avez une proposition pour une France de l'égalité réelle et concrète. Ce serait laquelle ? Alors, en plus, je pense que ce n'est pas une proposition, c'est un ensemble. Vraiment, moi, je pense que la question de ce que je vous disais de la prévention, d'expliquer pourquoi c'est délétère de ne pas être dans l'égalité. Je vais quand même vous raconter, moi, ce qui m'est arrivé quand j'étais journaliste à RFI. Moi, je travaillais sur une émission santé. Une de mes collègues, qui est une de mes très chères amies et qui est restée une amie, Emmanuelle Bastide, faisait l'émission Éducation et femmes. Et puis, elle se met à avoir des invités sur ces questions d'égalité. Puis, à ce coup, elle me dit, mais dis donc, tu ne trouves pas qu'on devrait commencer à se renseigner, de savoir si par hasard, on n'est pas moins bien payés que les hommes ? Et on ne s'était jamais posé la question, toutes les deux, pas totalement idiotes l'une comme l'autre, on ne s'était quand même jamais posé la question. Et puis moi, j'ai toujours eu l'impression que je me défendais bien dans la vie. Et donc là, on a eu la chance, on a voulu faire des comparaisons. J'étais en quotidienne, en émission quotidienne, donc du lundi au vendredi, elle aussi. Donc on est allé demander à nos collègues hommes sympathiques qui nous ont tous donné leur salaire. Stupéfaction. Écart de salaire entre 10 et 70%. Vous pouvez le croire ? Et alors là, on est là toutes les deux en se disant... Oh la vache, on croyait qu'on savait se défendre dans la vie. La preuve est que non. Et en fait, j'ai ressenti en fait, une forme de violence, c'est-à-dire d'abord de se dire je ne me suis pas bien défendue, d'arriver à voir les moments où je ne me suis pas bien défendue, c'est-à-dire que moi, on m'a proposé une émission quotidienne, j'ai dit merci, je ne vais pas aller défendre mon salaire. Voilà, j'ai commencé par dire merci. Alors qu'un homme, il va commencer plus souvent par dire... Donc la première difficulté, c'est de se prendre dans la figure du « je me suis mal défendu ». Et puis après, comment on va faire ? On est toutes les deux allées voir la PDG, qui nous a dit, qui est quand même plutôt une féministe, qui nous a dit « bon, là, effectivement, on est face à un problème, vous avez des chiffres. Je ne vous cache pas que s'il n'y a que vous, je peux faire un rattrapage, mais si je découvre que dans l'entreprise, c'est bien plus généralisé que ça va être compliqué. » Voilà. Elle a fait, de fait, il n'y avait pas que nous, mais quand même, elle a fait un rattrapage. On n'a quand même pas arrivé avec le 70% de l'autre collègue, hein, mais on a sur les 3-4 années, on a vraiment monté et de façon assez conséquente. Mais vraiment, cette question d'être en capacité de se défendre, de voir les moments où on n'a pas osé dire « mais moi, je ne fais pas si ce n'est pas à ce niveau de salaire ». Alors, je suis capable de le faire un peu plus maintenant. Sur un des postes sur lesquels j'ai quand même quelques pistes, j'ai juste dit je ne veux pas être payé moins que celui qui était là avant. J'ai quand même pensé à dire ça. Ouais, je me suis dit, tiens, je progresse quand même. Mais enfin, non, attendez, j'ai fait 2 entretiens avec la personne sans être capable de parler de salaire. Hein. Non, on a quand même encore des blocages. Voilà. Mais vous voyez, enfin, moi, ce qui me frappe, c'est que si on fait l'addition de tous les critères, je veux dire, ça fait du monde qui est discriminé quand même. Hein. Vous voyez ? Parce que les femmes, 2 fois plus de risques d'être discriminées dans le parcours d'emploi. La question origine, sur l'entrée dans l'emploi, on est à 2,8 de plus. Enfin, on est face à des difficultés, je pense, énormes. Et c'est quand même une situation qui est dingue. Entre autres, sur un certain nombre de jeunes, on leur fait faire des études. Ils font des études et puis après, ils ne trouvent pas de boulot. Et en plus, je pense franchement, la discrimination, c'est d'une violence inouïe. Parce que vous n'êtes pas pris, pas pour ce que vous faites ou supposez faire ou pas faire, mais pour ce que vous êtes. Et ça, c'est insupportable. Voilà.
Et nous, toutes nos enquêtes, toutes nos études montrent l'effet délétère sur la santé physique et psychique. Et en fait, dans notre société, on n'a aucun intérêt à discriminer. Enfin, je veux dire, c'est aucun intérêt. Non, mais même si on prend des trucs bassement économiques, c'est quand même très stupide d'avoir formé des gens, parce que ça coûte à la société quand on les forme. Enfin, je veux dire, études universitaires et tout, pour qu'ils ne trouvent même pas de boulot. Et du coup, qu'est-ce que font un certain nombre de jeunes? Ils partent à l'étranger. Voilà. Parce que là, et donc ça nous dit, et entre autres dans les pays anglo-saxons, ça nous dit quelque chose sur notre difficulté particulière, nous en France, sur ces sujets-là. Et donc pour moi, c'est pas une chose, il va falloir une multitude de choses sur ce que je disais. Un observatoire qui permet de faire une évaluation beaucoup plus régulière. L'enquête Théo, trajectoire et origine, qui a été menée par l'INED, l'INSEE, justement sur la discrimination liée à l'origine et sur les jeunes. Il y en a eu une en 2008 et la dernière 2020, c'est ça. Hein. Puis il en faudrait tous les 2 ans, 3 ans, mais il faut de l'argent pour ça. Il faut l'amener très régulièrement. Et donc donc il faut un observatoire, il faut des campagnes de communication, il faut des sanctions. Enfin, la plupart du temps, l'entreprise, elle est condamnée à payer quand elle a discriminé ce qu'elle aurait dû payer de toutes les manières si elle n'a pas discriminé. C'est absolument pas dissuasif. Là, on vient de me citer une affaire de discrimination, je ne saurais plus vous dire sur quels critères. Et ben là, l'entreprise a été condamnée à verser 900 000 € à la réclamation. Là, ça commence à devenir dissuasif. Là, on est sur du pas mal, et je pense que les entreprises, si c'est ça, ne le feront pas. Donc il faut des sanctions plus sévères aussi, mais vous voyez bien que c'est un ensemble qui fait qu'on pourra avancer. Bonsoir. Bonsoir. Elles sont belles les plantes. Ouais. Alors, je suis Zara, je suis juriste de 3e année, donc à l'Université Paris-Nanterre. Et je suis particulièrement admirative de votre parcours. J'entends parler de vous depuis très très longtemps, donc voilà. Donc vous êtes connue, mais peut-être entre juristes ou dans la branche politique, voilà, c'est certain. Donc pour conclure cette rencontre, permettez-moi une question personnelle et prospective. Madame Claire Hédon, peut-être future mentorée d'un jeune ou d'une jeune article 1, rêve ou réalité? Non, c'est quelque chose qui m'intéresserait, oui, qui pourrait tout à fait m'intéresser. Je ne veux pas prendre trop d'engagement là tout de suite. Mais mais si, parce que je suis assez convaincue de cette action d'accompagner un jeune ou une jeune et de lui donner en fait accès à ses réseaux. En fait, c'est vraiment ça, et que ça peut aider et accompagner. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je voudrais juste pas m'engager à trop de choses pour l'instant, sans savoir exactement ce que je fais l'année prochaine. Mais évidemment que c'est une partie qui pourrait tout à fait m'intéresser. Oui. Donc je ne fais pas un engagement complet, vous avez compris, je suis prudente. Mais merci de la proposition, et oui, c'est vraiment intéressant. Voilà. En tout cas, moi, ce serait mon rêve de vous avoir comme mentor. Bon, on en reparle. Voilà. Mais enfin, moi, est-ce que je peux quand même vous remercier, parce que vous m'avez remercié plusieurs fois de venir, mais je fais aucun effort pour venir. C'est-à-dire, non, mais vraiment, moi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Voilà, ça montre quand même une jeunesse qui se bouge, qui a des envies. Je suis prête à ce qu'on rééchange de façon une autre fois informelle sur pas mal de choses, et sur aussi ce que vous faites, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et je pense que ce genre d'initiative et de structure est important. Je crois très important de se voir ensemble et de ne jamais rester seul quand on commence à rencontrer des difficultés. Voilà. Je pense que c'est de se raconter ensemble les histoires de ce qu'on a vécu, des difficultés, ça donne à tout le monde du courage. C'est un joli mot de la fin, parce que c'est une de nos valeurs aussi, le collectif, on y croit. Donc je note qu'on relancera peut-être ce binôme de mentorat dans quelques mois. Je vais également vous remercier vraiment d'avoir passé ce temps.
L'émission n'a jamais aussi bien porté son nom que ce soir. Je crois que vous avez vraiment été sans filtre et on a apprécié votre franchise, votre transparence, tout ce que vous avez pu nous apporter de façon très authentique et honnête. Merci pour ça. Je voulais aussi vous remercier, Eliès, qui est juste derrière vous, parce qu'on a eu l'occasion à 2 reprises de pouvoir contribuer au rapport donc, sur l'orientation et au dernier sur les discriminations. Et on est à votre disposition, en tout cas, pour continuer ce travail et heureux de contribuer. On a des convictions, on a des propositions auxquelles on croit et elles sont aussi alimentées par tous les jeunes qui sont ici ce soir. Donc, un grand merci pour ce moment. On va aller faire une petite photo si vous êtes d'accord et on vous reçoit très vite. J'ai noté que vous alliez revenir. Voilà. Et non, ce que je suis en train de me dire, moi je suis donc à un âge où je commence à avoir des amis qui sont à la retraite. Je suis effarée de ce qu'ils ne font rien. Donc je me dis que je vais leur trouver quelques occupations aussi. Voilà, ça leur fera beaucoup de bien. Vous allez leur faire... Non, parce que ça aussi, c'est important. Moi, ce que j'ai découvert à ATD Quart Monde, c'est que ça fait du bien de s'ouvrir aux autres et d'accompagner d'autres. Les gens qui vos mentors, ça leur fait du bien à eux, pas qu'à vous. Voilà, il faut vraiment se dire ça. C'est bon dans les 2 sens. C'est exactement ça. Tous les mentors nous disent « j'ai autant appris que j'ai pu peut-être transmettre ». Donc c'est encore un super mot de la fin, il faut arrêter au bout d'un moment. On va aller faire une petite photo, on va vous applaudir, merci beaucoup.